Le stress ne se voit pas, mais il détruit en silence. C'est l'un des pires ennemis de notre santé physique et mentale. Dans un monde où tout va vite, où la pression est permanente, le stress est devenu une véritable bombe à retardement pour notre santé. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être abonné à la chaîne de santé AI Nature Plus. Merci de regarder l'émission Conseil Santé. Nous parlons ce jour de la gestion du stress, comprendre ses mécanismes, ses impacts et surtout les méthodes simples et efficaces pour le gérer au quotidien. Pour en parler, nous recevons le docteur Merci Irène Sissako, épouse Ambassa. Vous êtes médecin psychiatre, mais également addictologue. Bonjour docteur et merci vivement d'avoir accepté notre invitation. Bonjour AI Nature Plus et voilà, c'est un honneur d'être parmi vous pour pouvoir parler du stress et de la gestion du stress qui est vraiment un problème de santé publique voilà, aujourd'hui. Ok, merci beaucoup docteur. On parle toujours de la gestion du stress. Vous pouvez nous rassurer que vous n'êtes pas du tout stressé sur ce plateau? Non, si je vous dis que je ne suis pas stressée, c'est que là, c'est pas humain. On en parlera de long en large tout à l'heure. Oui, effectivement. Docteur, on va entrer dans le vif du sujet. Très souvent, à longueur de journée, on entend des personnes dire qu'elles sont stressées. Est-ce normal d'être stressé? Est-ce que c'est une maladie? Ou alors, plus simplement, c'est quoi le stress déjà? Je dirais que c'est normal d'être stressé. Donc, tout au contraire, c'est anormal de ne pas pouvoir de dire qu'on ne stresse jamais. Pourquoi? Parce que le stress n'est pas une maladie, mais c'est plutôt une réaction physiologique et physique que l'organisme met en place lorsque nous faisons face à une situation, soit une situation de menace, de pression, d'agression. Et ces réactions, l'organisme met ça en place pour que nous puissions nous adapter ou plus ou moins trouver des solutions à la situation à laquelle nous faisons face. Donc, on va dire que le stress n'est pas une maladie, c'est une réaction normale. Oui, docteur, vous nous rassurez qu'il est même important de stresser de temps en temps. Maintenant, à quel moment est-ce que ce stress devient problématique pour notre santé? Oui, nous allons dire que le stress il devient problématique pour notre santé lorsqu'il commence à entraver la qualité de notre vie, nos objectifs de vie, ou encore lorsqu'il commence à altérer notre santé. De façon plus explicite, lorsque ça commence à faire en sorte qu'on développe des symptômes physiques. Donc, à partir de ce moment, on va dire que le stress n'est plus bon. Voilà. Et là, on a franchi la limite. Effectivement, là, on franchit la limite. Oui, docteur, certaines personnes disent que le stress, c'est pour les faibles. Comment est-ce que vous les répondez? Ou alors, ils le stressent de manière inconsciente? Oui, effectivement, certaines personnes, habituellement, c'est ce qu'on entend. On entend couramment des personnes dire que le stress, c'est pour les faibles. Donc, ce que je leur réponds souvent en disant que c'est peut-être le manque de connaissance ou de compréhension de ce qu'est le stress. Parce qu'il faut dire qu'effectivement, il y a des personnes qui ont de la difficulté, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, le stress, ce sont des mécanismes qui sont mis en place par l'organisme pour que nous puissions mieux gérer, nous adapter à une situation. Mais il y a une catégorie de personnes, par exemple, c'est-à-dire que ça reste assez vaste, mais je vais juste prendre cet exemple-là. Par exemple, des enfants dont les parents ont beaucoup surprotégé, dont les parents étaient dans l'éducation, ont manifesté une certaine surprotection. Alors, ça fait en sorte que face à certaines situations, les parents étaient les défenseurs des enfants. Donc, on n'a pas appris aux enfants à sortir, à ces enfants-là, à chercher à sortir des situations, à s'adapter à certaines situations. Donc, on va dire que ce sont des personnes, cette catégorie de personnes, des personnes qui ne connaissent
dont on n'a pas permis d'être expérimenté dans la gestion du stress. Donc, et je pense bien que c'est cette catégorie de personnes qui est souvent qualifiée de personnes qui sont de cette catégorie de personnes qui est souvent qualifiée de personnes faibles, parce que de par leur enfance, au cours de leur vécu, on leur a pas permis de vivre des situations qui leur ont permis de faire face, d'être expérimentés plus ou moins à la gestion d'un certain stress. Ça fait en sorte que cette catégorie de personnes, pour eux, ce sera plus difficile de s'adapter. Ce sera plus difficile de gérer le stress, de chercher à trouver des solutions, parce qu'on a toujours trouvé des solutions pour eux. Et je pense bien que ce sont eux qui sont qualifiés de faibles. Oui, donc là, vous êtes en train de nous dire que de temps en temps, il faudrait exposer les enfants à des situations de stress. Oui, effectivement, de temps en temps, il faudrait permettre aux enfants à exposer à des situations de stress, parce que qu'on les expose ou pas, ils vont toujours être confrontés à ce genre de situation. Mais ce que je voudrais dire surtout, c'est que de temps en temps, on devrait laisser les enfants eux-mêmes essayer de trouver des solutions face à des situations de stress. Maintenant, après, ce sont des enfants, on devrait plutôt les accompagner. Voilà. Et on devrait les laisser trouver des solutions eux-mêmes. Ça va les maturer. Voilà, et faire en sorte qu'ils seront un peu plus à même de pouvoir faire face à certaines situations. Quoi qu'ils vont toujours stresser, mais peut-être pas au même degré. Voilà. Oui, docteur, est-ce qu'il y a, en cas de stress prolongé, est-ce qu'il y a des réactions que le corps envoie pour tirer la sonnette d'alarme? Oui, effectivement. En cas de stress prolongé, là, on tombe déjà dans ce qu'on appelle le mauvais stress. Oui. Voilà. C'est-à-dire que et l'organisme manifeste. C'est pas la fièvre en tout cas, ou alors ça peut également l'être. C'est pas la fièvre, mais ce sont des symptômes qui sont catégorisés un peu comme un malaise. Par exemple, on va voir qu'il y a un épuisement. On va voir par exemple que le stress prolongé peut entraîner des troubles cardiovasculaires. On a toujours entendu dire, le cardiologue dit, voilà, quand ta tension est élevée, il faut éviter de stresser. C'est aussi autant de choses. Et au-delà, le stress prolongé fait en sorte que le système immunitaire altère le système immunitaire. Ça fait qu'on est sujet à plusieurs infections. Et il y a même des études qui ont prouvé que le stress prolongé chez certaines femmes ont entraîné le cancer du sein. Vous voyez, donc ça reste que le corps manifeste, je parle là du stress prolongé, le corps manifeste a des manifestations assez diverses. Je n'en ai cité que quelques-unes ici. Voilà. Oui, docteur, quelles sont à ce jour les causes courantes du stress? Est-ce par exemple l'urbanisation, l'instabilité économique? Bon, les causes courantes du stress, c'est-à-dire que la liste, elle est pléthorique. On va évoquer quelques-uns. Elle est pléthorique. On va évoquer quelques-unes dans certains domaines, par exemple. Par exemple, ceux dont vous avez fait part en me posant la question. Donc, par exemple, on va prendre sur le plan professionnel. Oui. Généralement, on a des causes de stress. Il y a par exemple le harcèlement, la surcharge de travail, les Comment objectifs. est-ce que se vit le harcèlement au travail? Bon, le harcèlement au travail, voilà, ça se vit, c'est assez difficile. C'est-à-dire que ça génère un certain stress et même une anxiété. Déjà, l'anxiété parce que quand tu te lèves le matin, tu te dis... voilà, je vais encore aller dans cette entreprise-là. Qu'est-ce que je vais encore subir? Qu'est-ce qu'on va faire? Quelle humiliation? Quel risque je prends? Donc là, tu appréhendes déjà. Et quand tu y arrives et que tu vois peut-être le stresseur, par exemple, ou bien le harceleur, voilà. Là, tu manifestes vraiment une réaction de stress sur ces situations.
C'est-à-dire que si il faut essayer de faire un peu une description un peu schématique, un peu du harcèlement. Maintenant, au-delà, les conséquences, dépression, mauvais rendement de travail, tout ça, ainsi de suite. Ça, c'est d'autres volets. Voilà. Donc, je vais continuer en parlant des facteurs de stress, par exemple, en milieu professionnel. Il y a les objectifs de travail qui ne sont souvent pas définis. Voilà. Oui. On peut se retrouver en train de cumuler 2 postes, vous pouvez imaginer, ça entraîne énormément de stress. Maintenant, au-delà de ça, toujours en milieu professionnel, on va trouver que la difficulté relationnelle entre la hiérarchie ou entre les collègues, là encore, c'est un gros pourvoyeur de stress. On va maintenant aller sur le plan économique. Vous convenez avec moi que la difficulté de la vie est un gros facteur de stress. Parce que dans la difficulté de la vie... La peur du lendemain. Effectivement. On a la peur du lendemain. Donc, quand tu te lèves le matin, ou voilà, quand il faut payer peut-être salaire à la fin du mois. Déjà, il faut déjà pouvoir avoir une activité qui permet de rentabiliser. À la rentrée, là, quand on dit que, voilà, on a envoyé la liste des livres, par exemple, on commence à stresser. Est-ce que je vais même pouvoir acheter des livres aux enfants, là, cette année? Je vais faire comment? Regarde la liste. Voilà. Donc, au-delà, sur le plan culturel, je vais dire que sur le plan culturel, nos exigences culturelles sont aussi assez pourvoyeuses de stress. Je crois que je ne porte pas critique. Et il faut dire qu'elles sont pourvoyeuses de stress parce qu'aujourd'hui, je prends un exemple. C'est vrai que c'est culture dépendante et je n'ai pas la connaissance absolue sur toutes les cultures. Mais on va prendre l'exemple, par exemple, de la dot dans certaines cultures qui est quand même cher. Et quand on superpose ça un peu à la difficulté de la vie, à la disproportionnalité du revenu du citoyen moyen, vous voyez un peu le stress que ça génère. Voilà, donc sur le plan de l'urbanisation aussi, on va voir, on sait qu'en milieu urbain, il y a beaucoup d'insécurité. Quand je veux rentrer, je veux traverser le couloir, je commence à stresser parce que j'ai entendu un pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous savez qu'il y j'ai appris qu'on a tué au même endroit, voilà, il y a eu peut-être une agression ou bien un décès. Voilà, donc c'est autant de choses. Je dis encore que la liste, elle est assez exhaustive. Voilà. Okay. Merci beaucoup, docteur. Et on a à ce jour une expansion des réseaux sociaux. Beaucoup de personnes passent assez de temps sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous trouvez que c'est également une source de stress ou alors, mais sinon, beaucoup partent également sur les réseaux sociaux pour déstresser? Oui. Donc, effectivement, ça veut dire que les réseaux sociaux sont une source de stress. Vraiment, là, c'est un peu abusé. C'est-à-dire que quelque part, il faut voir, je dis par rapport aux réseaux sociaux, il y a du bien et il y a du mal. Bon, maintenant, après, on est sur les sources de stress. Il faut dire que quelque part aussi, autant les réseaux sociaux sont un moyen de gérer son stress parce qu'après ça permet de s'évader. Il y a plusieurs on trouve un peu de tout sur les réseaux sociaux. Ça peut être des artistes qui chantent, ça peut être en fait on trouve plein de trucs qui nous distraient et qui dit distraction dit quand même gestion ou distraction qui dit quand même un peu une certaine gestion du stress. Mais au-delà, dans les réseaux sociaux, on trouve par exemple qu'il y a une concurrence sociale parce que dans les réseaux sociaux on va trouver les pairs. On va trouver nos pairs. Nos pairs, ce sont des personnes dont on estime qu'on a peut-être le même âge, on a peut-être la catégorie, on est peut-être de la même tranche d'âge, voilà. Je vais dire ça. Et quand on va sur ces réseaux sociaux, avec telle ou telle réalisation. Effectivement, il y a donc cette exhibition. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, on met les plus beaux moments de nos vies. Mais là, après un moment, moi qui n'a pas de travail, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de situation, et je vois mon camarade, voilà. Donc, je vois mon camarade là qui me met des photos, il est à Hawaï avec sa famille, ainsi de suite. Quelque part, ça me crée une frustration, ça me crée une situation de stress parce que je vais me dire qu'il y a une insatisfaction, ça va créer chez moi une insatisfaction de ma vie quotidienne. Maintenant, il faut dire qu'au-delà dans les réseaux sociaux aussi, il n'y a pas de limite. Quand je dis qu'il n'y a pas de limite, c'est que dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui ont appris sur les réseaux sociaux qu'ils ont perdu leur père, leur mère, que la maison s'est brûlée. Vous voyez que ça, c'est une situation pourvoyeuse de stress, n'est-ce pas? On a les scènes d'horreur également, il faut le dire. Oui, des scènes d'horreur. Tout est filmé et balancé sur les réseaux sociaux. Effectivement, oui, effectivement.
Oui, docteur, vous êtes également spécialiste en santé mentale. Quelle est la limite que l'on peut faire entre le stress et les maladies mentales? Je vois ici la dépression, les troubles du sommeil, etc. D'accord. Donc, effectivement, il y a un lien entre le stress et je vais dire les maladies mentales. Voilà, parce qu'après, ça reste vaste. Vous avez parlé de la dépression, qui est l'une des maladies mentales. Donc, la limite, on va dire que le lien, c'est que le stress peut décompenser, donc peut se compliquer, en fait, en maladie mentale. Et ça se complique. Surtout s'il n'est pas pris en charge. Oui, et surtout si c'est qu'on n'arrive pas à le gérer. C'est-à-dire que ce soit une gestion personnelle ou bien une assistance. Donc, ça fait en sorte que le stress peut se compliquer en maladie mentale à partir du moment où l'humeur reste altérée. Par exemple, la dépression, ça va être que le stress a fait basculer l'humeur vers un pôle où ça peut se compliquer, par exemple, en une altération du jugement ou une altération de la perception de la réalité, ce que les gens appellent un peu péjorativement la folie. Et généralement, c'est généralement au décours d'un stress prolongé avec des sommeils insatisfaisants. Et maintenant, si on prend même sur le milieu professionnel, c'est-à-dire que le stress aussi décompense par le burn-out. Bon, maintenant, après, ça ne fait pas l'objet de notre sujet aujourd'hui. Bon, j'en parle aussi parce que l'épuisement professionnel. L'épuisement professionnel, c'est chose assez fréquente. Maintenant, le stress décompense en anxiété. Parce qu'après, quand je me dis qu'il faut que je passe par ce couloir où on a peut-être agressé quelqu'un, là, je suis anxieuse. Je commence à être inquiète d'une situation qui n'est pas encore là. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment un lien entre le stress et les maladies mentales. Voilà. D'accord, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Beaucoup de personnes, face à un stress, se plongent dans l'alcool ou alors les stupéfiants, dit-il, pour noyer les soucis. Est-ce que c'est une méthode que vous préconisez? Non, je vais dire que non. On ne préconise pas pas cela. Bien qu'ils disent trouver les résultats. Oui, effectivement, s'ils se retrouvent, c'est probablement parce que, soit par des limites de connaissances ou par difficulté peut-être d'accessibilité des soins, ils ne savent peut-être pas qu'ils peuvent être aidés. Parce qu'au fond, quand on va vers soit l'alcool, vers une substance ce qu'on appelle des substances psychoactives, au fond, quand on va, c'est qu'on cherche un certain apaisement. C'est-à-dire qu'on cherche à gérer notre situation stressante. Alors que nous offrons, dans notre compétence, nous offrons en fait des outils, des accompagnements qui permettent de gérer ça. Donc, on ne préconise pas ça parce qu'il y a d'autres moyens qui sont vraiment pas nocifs. Or, ces substances sont nocives, en fait. Et quelle est la place que les églises, surtout dites de réveil, peuvent jouer dans les situations stressantes? On voit beaucoup, n'est-ce pas, qui se réfugient dans ces églises face à une situation peut-être de perte d'un être cher, perte du boulot, et ils sont plongés dans le stress. Oui. Les églises ont cette particularité de par l'endoctrinement que on a reçu soit en héritage ou dans des connaissances livresques, il y a ce qu'on appelle la foi. La foi qui fait en sorte qu'on se dise que voilà, il y a quelqu'un qui peut résoudre notre problème, qui peut nous apporter un certain soutien. Et qui parle de foi, donc parle de ces milieux religieux. Donc on va dire que ces milieux religieux, ou peut-être aussi, je peux peut-être me permettre de dire ces hommes d'église, représentent un peu plus ou moins des soutiens, des espoirs aussi pour des personnes qui sont en situation de stress. Voilà. D'accord. Ça ne sera pas étrange pour vous, surtout que vous consultez au quotidien. Beaucoup de personnes disent être plus productifs en période de stress.
Et comment est-ce que vous comprenez cela? Oui, effectivement. Comme vous avez dit, beaucoup de personnes, mais pas tout le monde. Oui. Parce que quand on fait face à une situation de stress, il y a d'abord l'analyse de l'enjeu. C'est quoi? C'est un défi? Est-ce que c'est une agression? Et là, je cherche à développer un mécanisme de défense, je cherche à développer un mécanisme adaptatif. Et maintenant, parmi les mécanismes adaptatifs, il y aura un groupe qui, face à la même situation, dans un groupe face à la même situation, il y aura un nombre de personnes qui vont désister. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'ils vont désister. Oui. Il y aura un autre groupe qui va réagir peut-être par l'émotion. L'agressivité, l'irritabilité, la tristesse profonde, la dépression. Mais il y aura un autre groupe chez qui le stress va plutôt être stimulant, va plutôt améliorer la production. Si c'est peut-être dans le cadre du travail, on va retrouver l'individu peut-être en train de repartir libre ou chercher l'information ou chercher un appui auprès, par exemple, d'un collègue. Oui. Donc, on voit que quelque part, pour certaines personnes, le stress peut plutôt améliorer l'efficience intellectuelle. Parce qu'on a la pression, il faut que je retienne, il faut que j'essaie de comprendre. Voilà. Donc, c'est en fait ça. Alors, par exemple, un enfant qui revient avec les mauvais résultats, il est grondé, il est secoué, ça peut l'amener à avoir de bons résultats, de meilleurs résultats, à se surpasser. Pas seulement ça. Oui. Voilà. Peut-être, c'est-à-dire que c'est toute une composante. Pour un enfant qui revient avec des mauvais résultats, il n'y a pas que l'absence de stress, par exemple. Quoique ça ne concerne peut-être pas tous les enfants. Il n'y a pas que l'absence de stress qui est peut-être la cause. C'est-à-dire que ça reste quelque chose d'assez vaste. Mais on va peut-être prendre une catégorie d'enfants qui n'est peut-être pas stressé par le résultat, qui n'est peut-être pas gêné par qu'est-ce que les parents vont peut-être dire à la maison, ou qu'est-ce que papa va penser, ou qu'est-ce que maman va penser. Et chez ce genre d'enfant, il faut... maintenant, après, ça reste que ça peut être quelque chose, il peut y avoir d'autres suppléments, hein, mais peut-être si c'est que c'est le cas chez ce genre d'enfant, il faut un peu le stresser pour qu'il ait le souci de se dire mais attends, il faut que je ramène une bonne moyenne, mais pourquoi je dors jusqu'à présent, pourquoi je n'ai pas compris, mon camarade a compris, vous voyez. Docteur, je suppose que vous recevez au quotidien beaucoup de personnes qui viennent exposer leur situation. Est-ce que le mariage peut être considéré comme une source de stress aujourd'hui, ou alors c'est le contraire? Bon, c'est une question qui est assez complexe. Mais je vais répondre, je vais essayer de répondre à cette question en tenant compte de nos valeurs culturelles. Universellement, déjà, on sait que le mariage, le socle du mariage, c'est l'amour. Oui. Et l'amour sont des personnes qui s'aiment. Comme ça. Oui, universellement, en principe, c'est deux personnes qui s'aiment qui décident de se marier. Voilà, donc, si on va sur la base d'un mariage normal, on des personnes qui s'aiment et qui s'unissent, on va dire que le mariage est moins pourvoyeur de stress que... Pourquoi? Je vais me justifier. Sans vous couper, parce que beaucoup de personnes stressent justement parce qu'elles n'ont pas un mari. Effectivement, j'allais en venir. C'est-à-dire que les déterminants de la réussite sociale et culturelle chez nous, c'est pourquoi j'ai voulu aborder ça en tenant compte de notre culture, que nous avons reçu en héritage. Les déterminants de la réussite sociale, c'est entre autres, parmi les déterminants, il y a le mariage. Donc après, quand on n'est pas marié et qu'on a même tous les biens du monde, parce qu'on nous a inculqué que pour réussir, il faut être entre autres marié. Le fait de ne pas être marié nous fait énormément stresser. Voilà. Bon, mais maintenant, après, dans le mariage, c'est aussi pourvoyeur d'un certain stress. Mais c'est peut-être un stress qui est peut-être un peu gérable, oui. Pourquoi? Parce que c'est deux personnes avec des éducations différentes et des personnalités différentes qui se mettent ensemble. Donc, quand il y a une difficulté d'adaptation
Par exemple, une des façons de s'adapter, c'est que souvent on te dit quand tu vas en mariage, il faut être une femme soumise. C'est que indirectement on te dit il faut t'adapter. Oui. Il faut, voilà la meilleure posture que tu vas prendre pour pouvoir t'adapter. Voilà. Ton mari. Oui, voilà. Donc, ça fait en sorte que si on ne s'adapte pas à son conjoint ou à sa conjointe, voilà, on se retrouve dans une mauvaise gestion, dans une situation de stress et avec une mauvaise gestion du stress qui peut aller dans tous les sens. Vous avez parlé, par exemple, du divorce. Mais ça peut aller souvent dans avec les agressivités dans les enfants. Oui, effectivement. Oui, docteur Sissako, nous tendons vers la fin de cette émission. Quels sont les conseils simples et pratiques que vous pouvez partager avec nos spectateurs pour mieux gérer le stress? Oui, les conseils que je peux donner pour mieux gérer le stress. Je vais parler, entre autres, déjà de l'activité sportive, de faire du sport, d'avoir une alimentation équilibrée, d'avoir des activités de détente et aussi d'avoir un tissu social protecteur. Par exemple, avoir des amis, n'est-ce pas? Il y a la famille. À qui on peut se confier. Oui, à qui on peut se confier, effectivement. J'allais en venir, c'est-à-dire que maintenant, la dernière chose, ça reste exhaustif. Bon, maintenant, après, la dernière chose serait d'en parler. De parler de la situation qu'on traverse, qu'on vit à nos proches. Docteur, quel est le lien, vous avez parlé de l'alimentation tout à l'heure, quel est le lien qu'on peut faire entre le stress et l'alimentation? On aimerait bien savoir. Donc, le lien qu'il peut y avoir entre l'alimentation et le stress, c'est que quand on a une alimentation saine, voilà, on se porte bien, n'est-ce pas? Et déjà, on n'a même pas à stresser par rapport à notre santé, parce que quelque part, l'alimentation saine qu'on a concourt en fait à notre équilibre. Voilà. Oui, effectivement. Si quelqu'un qui a, par exemple, un mal d'estomac au quotidien, comme on en voit, forcément, il sera stressé. Effectivement. Oui. Comme vous le dites. Docteur, vous nous avez parlé tout à l'heure de l'importance de se confier aux proches. Mais à quel moment est-ce qu'on devrait se dire, actuellement, je dois me confier vers un professionnel, vers un médecin psychiatre, par exemple? On devrait consulter un professionnel de la santé mentale. Lorsque on commence à développer sur un certain long terme des symptômes tels que par exemple des palpitations qui reviennent des symptômes de façon récurrente ou sur le long terme. Donc, entre autres, il y a des signes physiques. Oui, des signes physiques. Voilà. Et entre autres, des palpitations, par exemple une hypersudation, des troubles digestifs. Vous savez, souvent, quand on vous dit on va vous bastonner, je me souviens quand on était encore tout petit, là, tu avais envie de partir aux toilettes. Oui. Donc, certaines personnes vont développer dans les troubles digestifs, certaines personnes vont développer, par exemple, un ulcère, du moins un RGO, un flux œsogastro-duodénal. Entre autres aussi, il y a des tensions musculaires. Souvent, on va voir que chez quelqu'un qui est trop stressé, il va se plaindre des contractures, par exemple, au niveau du cou. Lorsque le sommeil... Sans vous couper, que le stress, n'est-ce pas, provoque un bouleversement hormonal qui bouleverse carrément le fonctionnement de l'organisme. Le fonctionnement de l'organisme, le cortisol et autres. Effectivement, j'allais en venir en parlant, par exemple, des troubles du sommeil. Quand on n'arrive plus à dormir, il faut aussi consulter quand on n'arrive plus à dormir. Oui. Quand on a des insomnies, par exemple. Le stress peut faire en sorte qu'on ait une insomnie ou qu'on perde de l'appétit. Et on sait que si on ne s'alimente pas bien aussi, on tombe aussi, pour ce qui est de l'alimentation, on peut tomber dans une carence. Donc, vous voyez que c'est un peu comme tout un cercle vicieux. Sur le plan cognitif, on peut avoir un trouble de la concentration. Si je ne suis pas concentré, je ne peux pas être à même de répondre aux questions que vous me posez, par exemple, actuellement.
Voilà, donc voilà. À partir de ces moments-là, il ne faut pas hésiter vraiment à venir voir un professionnel de santé mentale. Par exemple, plutôt que de, par exemple, prendre de l'alcool pour pouvoir dormir. Parce qu'après, s'il faut prendre de l'alcool chaque jour, on peut tomber dans une addiction, une dépendance à l'alcool. Vous voyez, voilà. Docteur, je m'en voudrais si je ne vous posais pas cette question. On parlait des professionnels de la santé tout à l'heure. Quelle est la différence entre un psychologue et un psychiatre? Alors que c'est une question qui revient à chaque fois. Déjà, la différence, déjà sur le plan de la formation, le psychologue n'a pas fait une formation en médecine. Oui. Voilà. Le psychiatre est médecin de formation. Le psychiatre est d'abord médecin de formation et au bout de c'est 7 ans ou c'est 8 ans de médecine et en fonction des pays et de l'obtention de son doctorat, il va se spécialiser en psychiatrie ou peut-être dans certains pays en santé mentale. Mais dans la plupart des pays francophones en psychiatrie. Donc, ça fait en sorte que le psychologue ne peut pas prescrire. On ne l'a pas outillé, par exemple, sur la manifestation physique, voilà, de la manifestation physique des problèmes de santé mentale, des troubles mentaux, s'il faut par exemple dire. Lui, dès le moment où ça devient un trouble, il est limité, le psychologue. Par contre, le psychiatre, c'est plus vaste. La psychiatrie, elle est plus vaste parce que dans la psychiatrie, on fait de la psychologie médicale. Donc, il y a peut-être à la limite, maintenant, après, à titre personnel, dans ta formation en tant que psychiatre, médecin, psychiatre, tu peux faire des psychothérapies, des formations de psychothérapie. Ce que maintenant le psychologue fait, parce que le psychologue aide aussi un peu dans la gestion. Et ça, c'est après que le psychiatre est examiné et est conclu que voilà, il n'y a peut-être plus de troubles de symptômes physiques. Voilà. Il ne peut pas prescrire. Il n'a pas la compétence ni la connaissance pour pouvoir prescrire. Ok, nous sommes pratiquement rendus au terme de cette émission. Merci beaucoup, Dr Sissako, épouse ambassade, d'avoir accepté notre invitation pour ce podcast. Okay, merci, monsieur. C'est moi qui vous dis merci pour la promotion de la santé mentale et aussi pour le sujet qui est toujours un sujet d'actualité, qui est la gestion du stress. Voilà. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, le stress n'est pas une fatalité. Avec un bon accompagnement, on peut trouver équilibre et sérénité. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette autre émission de Conseil Santé sur AI Nature Plus. Si elle vous a parlé, partagez-la autour de vous, abonnez-vous, partagez l'émission et surtout prenez soin de vous. À bientôt.